C'est l'heure à laquelle le missile est arrivé au-dessus de Haïfa. Pas sur une base militaire, pas sur une installation radar, mais au-dessus d'une ville de 280 000 personnes où des gens étaient en train de souper, de raccompagner leurs enfants à la maison ou de s'asseoir dans des cafés le long du front de mer, quand les sirènes ont retenti, puis elles ont cessé d'avoir de l'importance parce que l'alerte et l'impact ont été presque simultanés. L'ogive a frappé le complexe de la raffinerie Bazan dans la baie de Haïfa. La centrale électrique qui alimente toute l'installation a été touchée de plein fouet. Un bâtiment s'est effondré. 3 travailleurs se trouvaient à l'intérieur. L'incendie était si intense que les équipes de sauvetage n'ont pas pu atteindre la structure pendant des heures. Et le ministère israélien de l'énergie, qui disait depuis des semaines au public et à la bourse que la situation était gérable, a publié ce soir un communiqué utilisant un mot que personne, dans la politique énergétique israélienne, ne voulait prononcer à voix haute au milieu d'un conflit actif de 63 jours. Arrêt de toutes les opérations à Bazan et dans toutes ses installations affiliées. Complète. Laissez-moi vous dire ce que ce mot signifie pour Israël ce soir, parce que le marché boursier le sait déjà. Les actions de Bazan ont chuté de plus de 6% avant même que le ministère de l'Énergie ait terminé son communiqué. Le marché intégrait déjà ce que le langage officiel n'était pas encore prêt à dire. Et ce qu'il intégrait, c'est ceci. La plus grande raffinerie de pétrole d'Israël est hors service. La centrale électrique qui l'a fait fonctionner a été détruite. 3 personnes sont mortes sous les décombres. Et le carburant que les F-35 israéliens brûlent, ce soir est du carburant qui n'est pas remplacé par une production nationale. Il provient de réservoirs de stockage, des réservoirs qui ne se remplissent pas tout seuls. Et c'était pas la première frappe contre Bazan, c'était la deuxième en 11 jours. La première, ils l'avaient qualifiée de limitée. Ce soir, ils l'ont appelé un arrêt complet. Il y a un mot pour ce qui se passe entre limité et arrêt complet quand la même cible est touchée 2 fois en 11 jours. Une tendance. Et une tendance vous dit que c'est pas terminé. Laissez-moi vous donner le chiffre qui rend tout le reste concret. Israël consomme environ 250 000 barils de produits pétroliers par jour dans des conditions normales. Les opérations de guerre poussent cette consommation nettement plus haut, parce que les avions de combat brûlent du carburant à des rythmes que les opérations en temps de paix n'approchent pas. Bazan traite environ 100 000 barils par jour, ce qui la rend responsable d'environ 40% de la capacité de raffinage d'Israël, dans un scénario où toutes les autres routes d'importation et d'approvisionnement fonctionnent pleinement. Dans un scénario de guerre, les opérations portuaires sont perturbées, le fret aéroportuaire est intermittent et les routes d'approvisionnement alternatives qui compenseraient normalement l'arrêt d'une raffinerie sont elles-mêmes sous pression. Bazan hors service n'est pas un problème de 40%, c'est un problème qui touche tout le système. Chaque baril que Bazan ne traite pas est un baril qui doit venir des réserves stratégiques qui n'ont pas été conçues pour soutenir 63 jours d'opérations militaires actives et qui ne peuvent pas être reconstituées pendant que le blocus et le conflit se poursuivent. Laissez-moi vous dire ce qu'est réellement Bazan, parce que ce nom est mentionné dans chaque rapport sur les frappes à Haïfa, mais personne n'explique ce qu'il signifie pour la survie d'Israël. En temps de guerre, Bazan n'est pas simplement une raffinerie, c'est la raffinerie. Elle représente la part dominante de toute la capacité nationale de raffinage pétrolier d'Israël. Tout ce qu'Israël ne peut pas importer par un port fonctionnel et ne peut pas produire par d'autres sources nationales passe par Bazan. Le carburant d'aviation pour les F-35 qui mène des frappes contre l'Iran. Le diesel pour les génératrices d'hôpital qui maintiennent le centre médical Rambam en activité pendant que son personnel soigne les blessés de 63 jours de conflit continu. L'essence pour les véhicules d'urgence qui foncent vers les sites d'impact de missiles dans le nord d'Israël. Tout cela, une seule installation, une seule cible, et l'Iran l'a frappé 2 fois en 11 jours. La première frappe, cette première nuit, est équipée d'une ogive à sous-munitions. Les évaluations préliminaires ont confirmé plusieurs sites d'impact simultanés dans la région de Haïfa à partir d'un seul missile qui a dispersé des sous-munitions sur le complexe. Des lignes électriques ont été touchées. Des infrastructures à l'extérieur du site principal de la raffinerie ont été touchées. 15 équipes de pompiers ont été déployées. Des équipes d'évaluation des matières dangereuses étaient sur place dans l'heure. Et le ministre de l'Énergie est allé
à la télévision pour dire que c'était localisé et non significatif. Le lendemain, Bazan a déposé une divulgation réglementaire auprès de la bourse de Tel Aviv, affirmant que des dommages supplémentaires avaient été découverts durant la nuit. Des dommages au-delà de ce qui avait été rapporté publiquement, des dommages nécessitant des procédures complexes et une extrême prudence pour être pleinement évalués, des dommages impliquant de nombreux éléments d'incertitude, ce qui, dans le langage réglementaire, signifie que nous ne savons pas encore à quel point c'est grave et que nous sommes légalement obligés de vous le dire. Le ministre de l'Énergie avait dit, cette première nuit, non significatif. Et 11 jours plus tard, un deuxième missile iranien a frappé la même installation. Un réservoir de stockage d'essence est enflammé, de la fumée noire au-dessus de la baie de Haïfa. Le deuxième incendie en 11 jours dans l'infrastructure de production de carburant la plus critique d'Israël. Et cette fois, 3 personnes étaient mortes à l'intérieur d'un bâtiment effondré. Et la centrale électrique qui fait fonctionner l'ensemble du complexe avait été détruite. Je veux m'arrêter un instant sur l'ogive de 450 kg. Parce que ce détail a été presque complètement enterré dans la couverture plus large, et c'est le détail qui aurait dû mettre fin à toute conversation en Israël sur la possibilité de garder Bazan en activité. Une ogive de 450 kg qui n'a que partiellement explosé se trouve dans les décombres d'un immeuble résidentiel effondré, pendant que les équipes de sauvetage travaillent à l'intérieur de ces décombres à la recherche de 4 personnes disparues. Les spécialistes du déminage travaillent avec une ogive active qui transporte assez de puissance explosive pour tuer chaque secouriste sur le site et faire s'effondrer les structures adjacentes si elles explosent complètement pendant qu'ils sont là. C'est l'environnement opérationnel que les services d'urgence israéliens gèrent à Haïfa en ce moment. Pas dans une zone militaire, pas dans une base avancée, mais dans un immeuble résidentiel de 5 étages, dans une ville civile où les gens étaient en train de souper quand le missile est arrivé. Et simultanément, à 3 km de là, la raffinerie Bazan est à l'arrêt et les décombres de la centrale électrique sont évalués par des ingénieurs qui travaillent à l'intérieur d'une installation qui a été frappée 2 fois en 11 jours. Maintenant, laissez-moi aborder le portrait stratégique que représentent ces 2 frappes, parce que le récit officiel israélien et américain traite chaque frappe sur Haïfa comme un incident isolé, plutôt que comme ce qu'elle est réellement, une campagne systématique contre l'élément le plus important de l'infrastructure civile dans l'architecture énergétique d'Israël en temps de guerre. L'Iran a déclaré publiquement, après la première frappe contre Bazan, qu'il s'agissait d'une riposte directe aux frappes israéliennes contre le champ gazier de South Pars la veille. Cet échange vous dit quelque chose d'important sur la manière dont ce conflit est mené au niveau stratégique. Israël frappe la production énergétique de l'Iran. L'Iran frappe le traitement énergétique d'Israël, coup pour coup au niveau de l'infrastructure industrielle, et l'asymétrie dans cet échange est profonde. South Pars est une installation énorme. L'Iran a d'autres champs gaziers, d'autres capacités de production, d'autres routes d'exportation. Israël a une seule grande raffinerie. Quand l'Iran frappe South Pars, la situation énergétique d'Israël se complique. Quand l'Iran frappe Bazan, la production de carburant d'Israël s'arrête entièrement. Ce n'est pas un échange symétrique. C'est l'Iran qui identifie et frappe de manière répétée le point de défaillance unique de la résilience énergétique nationale d'Israël. Pendant ce temps, Israël répartit ses frappes sur un ensemble beaucoup plus vaste de cibles d'infrastructures iraniennes. Le professeur de l'université de Tel Aviv, qui étudie les changements climatiques, l'écologie et les systèmes énergétiques, a qualifié Bazan de bombe à retardement, non pas à cause de ce qui s'était produit, mais à cause de ce qui a failli se produire et de ce qui se produira si la précision et la fréquence du ciblage iranien contre cette installation se poursuivent. Il l'a dit clairement. Les risques de contamination d'un complexe Bazan pleinement compromis sont graves. L'installation se trouve au cœur de l'une des régions métropolitaines les plus densément peuplées d'Israël. Les risques environnementaux de la raffinerie, même dans des opérations normales, sont déjà importants. Sous attaque directe de missiles balistiques,
avec des réservoirs de carburant qui s'enflamment et des systèmes électriques qui tombent en panne, la population de la baie de Haïfa est exposée à des dangers que les services d'urgence, déjà sous pression en temps de guerre, ne peuvent pas gérer adéquatement. Le maire adjoint de Haïfa l'a dit encore plus clairement, nous jouons à la roulette russe avec la vie et la sécurité des résidents de la métropole de Haïfa. Il a réclamé la fermeture de l'installation parce que chaque jour où elle fonctionne sous ciblage iranien actif représente une décision de parier des vies civiles contre une capacité de production de carburant. Et ce pari est constamment remis sur la table. Cette première nuit, le missile a frappé, mais les réservoirs ne se sont pas complètement enflammés et aucun civil sur le site n'a été tué. 11 jours plus tard, un réservoir s'est enflammé. La fumée était visible dans toute la baie. 3 personnes sont mortes à l'intérieur d'un bâtiment effondré. 2 tours du barillet, 2 résultats très différents. Et les barrages de missiles ne se sont pas arrêtés. Maintenant, laissez-moi expliquer pourquoi l'Iran revient constamment à Haïfa et précisément à cette installation, parce que la logique du ciblage n'est pas compliquée si vous comprenez ce que Bazan produit et ce que l'arrêt de production signifie pour les opérations militaires israéliennes. Chaque avion de combat qu'Israël fait voler brûle du carburant qui doit venir de quelque part. Avant ce conflit, ce quelque part était le raffinage national à Bazan, plus les importations par l'aéroport Ben Gourion et par le port de Haïfa. L'aéroport a été perturbé par intermittence depuis les premiers jours du conflit. Le port a absorbé des débris de missiles et des perturbations opérationnelles pendant 63 jours de barrage iranien. Et maintenant, la raffinerie a été arrêtée par une frappe directe qui a détruit sa centrale électrique. Le carburant que l'armée de l'air israélienne brûle ce soir provient de réservoirs de stockage, pas d'une production active. Les réservoirs de stockage sont limités. Ils ne se remplissent pas tout seuls et le calendrier de réparation d'une installation dont la centrale électrique a été détruite par un missile balistique n'est pas de 10 jours. C'est le temps qu'il faudra pour trouver de l'équipement de production électrique de remplacement dans un environnement de guerre actif, où les chaînes d'approvisionnement sont perturbées et où l'installation qui a besoin de cet équipement se trouve dans une ville qui continue de recevoir des tirs de missiles iraniens. Voici la phrase utilisée par le directeur de la protection de l'environnement de Haïfa. Et je veux que vous la gardiez en tête. En 2018, nous avions décrit le scénario. Guerre avec l'Iran, frappe de missiles, Bazan hors service. Et maintenant, cette question est la question à laquelle les planificateurs énergétiques israéliens répondent en temps réel avec des réserves de stockage, une gestion d'urgence de l'approvisionnement et des équipes de réparation qui travaillent au son des sirènes antiaériennes. Et pendant ces mêmes 63 jours, des missiles iraniens ont aussi frappé les quartiers résidentiels de Haïfa. Quelques jours plus tard, une frappe directe sur un immeuble résidentiel de 5 étages, une ogive de 450 kg qui n'a que partiellement explosé. Des équipes de sauvetage fouillant les décombres de béton à la recherche de 4 membres d'une famille, 2 parents, un fils, la conjointe du fils. 2 personnes sorties mortes, 2 toujours portées disparues. Pendant que les secouristes travaillaient avec de l'équipement spécial de détection acoustique pour trouver des signes de vie sous les débris, tout en gérant simultanément une ogive non explosée dont la détonation tuerait les secouristes au-dessus d'elle. Voilà à quoi ressemble Haïfa en temps de guerre en ce moment. Une raffinerie qui brûle, un immeuble résidentiel effondré, des équipes de déminage et des équipes de sauvetage qui travaillent simultanément dans le même district. Le maire adjoint à la télévision exigeant que la raffinerie soit relocalisée parce que la garder en activité signifie accepter que les missiles iraniens continueront de frapper un complexe de traitement du carburant entouré de centaines de milliers de personnes qui essaient de vivre leur vie dans une ville ayant subi un ciblage stratégique plus concentré que tout autre. Ville israélienne dans ce conflit. La dimension internationale de la situation de Bazan est importante et n'a reçu presque aucune attention analytique dans la presse américaine. La situation du carburant en Israël ne touche pas seulement les opérations militaires israéliennes, elle touche les hôpitaux, elle touche les services d'urgence, elle touche la capacité de la population civile à fonctionner dans un pays qui est en guerre depuis 63 jours consécutifs et où la vie économique et sociale normale a été gravement perturbée. Lorsqu'une raffinerie qui dessert une région métropolitaine civile de centaines de milliers de personnes est arrêtée en temps de guerre, les effets en aval ne sont pas
linéaire. Ils s'accumulent. L'entreposage frigorifique des aliments, le chauffage des hôpitaux, l'alimentation de secours des machines de dialyse, tout cela dépend du carburant qui vient maintenant des stocks plutôt que de la production. Et les stocks diminuent. Il y a une dimension diplomatique à cela qui n'a reçu aucune couverture et qui relie les frappes de Haïfa au tableau plus large des négociations sur des plans stratégiquement importants. Chaque fois que l'Iran frappe Bazan, il démontre au public israélien et aux dirigeants politiques israéliens que le coût de la poursuite de cette guerre se matérialise à l'intérieur même des villes d'Israël, sur l'infrastructure civile d'Israël, pas dans une installation militaire éloignée, pas dans une base avancée au Liban, mais dans la baie de Haïfa, dans une raffinerie entourée de centaines de milliers de personnes, dans un immeuble résidentiel où une famille était à la maison quand le missile est arrivé. Les frappes de Haïfa ne sont pas seulement des opérations militaires. Ce sont des communications politiques adressées au public israélien à propos du prix de la décision de Netanyahou de poursuivre les opérations militaires après qu'un cadre de cessez-le-feu était disponible et n'a pas été accepté. Et cette communication est reçue. Le maire adjoint exige la fermeture de la raffinerie. Le directeur de la protection de l'environnement la qualifie de bombe à retardement. Le marché boursier a chuté de 6% à l'annonce de la première frappe. Le coût politique de la campagne de Haïfa s'accumule dans la politique intérieure israélienne d'une manière que le gouvernement Netanyahou gère, mais ne peut pas ignorer indéfiniment. L'Iran a frappé Bazan 2 fois, l'installation est à l'arrêt, 3 personnes sont mortes dans les décombres du bâtiment que l'effondrement de la centrale électrique a fait tomber sur elle. L'estimation des réparations est de 10 jours si tout se passe comme prévu, ce qui, dans un environnement de guerre actif où la même installation a déjà été frappée 2 fois en 11 jours, est un calendrier qui exige de croire que le ciblage s'arrêtera pendant que les réparations sont en cours. Il ne s'est pas arrêté pendant 63 jours. Il n'y a aucune raison précise de croire qu'il s'arrête maintenant alors que les négociations à Islamabad sont bloquées et que le cessez-le-feu dont Trump a annoncé la prolongation ne tient que dans le sens le plus technique du terme. L'incendie au-dessus de la baie de Haïfa est contenu, la fumée s'est dissipée, les décombres sont fouillés et quelque part à l'intérieur du complexe Bazan, des ingénieurs évaluent les dommages à une centrale électrique qu'Israël ne peut pas se permettre de voir hors service et ne peut pas réparer en toute sécurité dans l'environnement opérationnel qui a produit les dommages au départ. Voilà la situation à Haïfa ce soir. La raffinerie est hors service, le carburant vient des stocks. L'horloge tourne et les 3 travailleurs morts dans les décombres du bâtiment que l'effondrement de la centrale électrique a fait tomber sur eux sont la réponse la plus honnête à la question de ce que coûte réellement ce conflit quand on enlève les conférences de presse, les publications sur Truth Social et les évaluations officielles et des dommages conçus pour éviter la panique. 3 travailleurs, une raffinerie, 2 frappes en 11 jours, la production de carburant d'Israël ramenée à 0, la doctrine de ciblage de l'Iran pleinement intacte et l'horloge qui tourne sur ce qui reste des réserves dans les réservoirs que le complexe Bazan ne remplit plus. Et les officiers de ciblage du corps des gardiens de la révolution islamique qui ont choisi Bazan 2 fois en 11 jours regardent la même horloge. Ils savent qu'une raffinerie hors service pendant des opérations aériennes actives est une raffinerie dont les réserves de carburant diminuent à chaque sortie. Ils savent qu'une ville portuaire recevant des tirs de missiles continus ne peut pas facilement recevoir les importations de carburant qui compenseraient le manque de production. Ils savent que le maire adjoint de Haïfa est à la télévision pour exiger la fermeture de l'installation, parce que 2 frappes en 11 jours ont rendu son exploitation continue politiquement intenable. Et ils savent que si ils la frappent une 3e fois avant la fin des réparations, l'estimation des réparations retombe à 0. L'Iran n'a pas eu besoin de détruire Bazan. Il a eu besoin de rendre la poursuite des activités de Bazan politiquement, environnementalement et logistiquement insoutenable. 2 frappes, 3 morts, installation arrêtée, maire adjoint exigeant la relocalisation, directeur de la protection de l'environnement parlant de bombes à retardement,
exposition aux assurances et aux responsabilités pour une exploitation continue sous ciblage actif. L'Iran a obtenu tout cela sans avoir besoin d'un seul impact direct sur les principaux réservoirs de la raffinerie. La centrale électrique est tombée, l'installation est passée hors service et le carburant que les F-35 israéliens brûlent ce soir n'est pas remplacé par une production nationale. Voilà la vraie histoire de Haïfa, pas les frappes individuelles. Le poids stratégique cumulatif d'une campagne systématique contre le point de défaillance unique de l'architecture nationale du carburant d'Israël, exécuté 2 fois en 11 jours, avec la capacité opérationnelle de l'exécuter une 3e fois avant que les équipes de réparation terminent leur travail. À 20 et un H28, les sirènes ont retenti à Haïfa. Les 3 personnes étaient sous des décombres qui allaient brûler pendant des heures. Au moment où le communiqué officiel a dit arrêt complet, la production de carburant d'Israël était déjà à 0. L'horloge a commencé à tourner à 20 et un H28. Elle ne s'est pas arrêtée. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt